Vous aviez abaissé. Si nous on a une ville. La voiture, il y a 3 groupes, il y a 3 avec moi. La voiture des deux. Nous c'est la voiture. Donc c'est laquelle? De comprendre le patrimoine qu'on va découvrir et les monuments. Et comprendre aussi pourquoi il y a des endroits, il y a des monuments qui sont en hauteur. Vous voyez, quand vous regardez devant vous là-bas, vous avez le logis royal dont je vous parlerai un petit peu mieux tout à l'heure. Vous voyez qu'il est construit sur une hauteur. Alors effectivement, Loches est une ville médiévale qui a été construite au Moyen-Âge. Et comme la plupart des villes médiévales, il y a une partie qui est en hauteur, qui est construite sur un promontoire, un sort de promontoire rocheux. Ici, il n'est pas très haut, il fait une vingtaine de mètres de haut, mais c'est suffisant pour y installer une forteresse dans un but stratégique. C'est bien comme ça que ça se passe à ce moment-là. Alors, en fait, l'histoire de Loches, elle commence de façon certaine au 5e siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. On pense qu'il y avait déjà probablement une occupation à l'époque gallo-romaine, mais au 5e siècle, on a un historien qui s'appelle Grégoire de Tours qui nous donne un certain nombre d'informations sur ce qu'il y a ici. Alors au 5e siècle, en fait, il y a sur le promontoire déjà une petite forteresse. On ne sait pas trop à quoi elle ressemble, mais ici, il dit qu'il y a ici ce qu'on appelle un castrum. Et puis, à cette même période, un moine, un ermite, qui s'appelait Ursus, donc Saint-Ours, on l'a surnommé comme ça parce qu'il vivait dans une grotte, un peu comme un ermite, eh bien, il vient ici, il vient de la région de Cahors, et il s'installe au pied du promontoire rocheux, au pied de la forteresse, dans une grotte. Et protégé ici. Il n'y a pas que le patrimoine du Moyen-Âge, le patrimoine aussi du 19e est protégé. Et puis la réhabilitation a permis d'éviter qu'on ait une friche industrielle en tout cas dans la ville. Parce que ça va très vite, entre l'arrêt de la minoterie et puis le moment où les travaux ont commencé, il y a eu quand même quelques années, je peux vous dire que le toit d'ardoise, on ne le voyait plus tellement il y avait de pigeons qui étaient installés dessus et qui avaient pris possession des lieux. Voilà, c'est vrai que ça va très vite. En plus, après, il y a des gens qui viennent du coup, une période, ils visitent la région, mais en même temps, le commerce local, c'est quand même intéressant. Merci en tout cas. Donc voilà, on a une voiture qui a été aussi visitée. Alors juste une petite précision, parce qu'on la gondole là, qui est de côté, qui est une gondole, on va dire carton-pâte, elle n'est pas en carton-pâte, mais elle va bien pas de Venise, c'est juste parce qu'en fait, tous les ans ici, il y a la foire de Pâques, et cette année, le thème c'était l'Italie. Et en fait, cette gondole faisait partie du décor de la foire de Pâques. Ils se sont dit, bon voilà, ce serait trop dommage comme ça de détruire cette gondole, donc ils l'ont mis au bord de l'eau. Voilà, donc voilà, ça fait un bateau au bord de l'eau. Comme c'est pas n'importe quel bateau, c'est vrai que ça. Mais s'il y avait une barque, on serait posé moins de questions, comme c'est une gondole. Moi j'ai mon frère. Pour la photo, bon, faut pas non plus que ça dure 3 quarts d'heure. On va demander de faire des prend la photo. Alors il a été construit en 2 temps. D'ailleurs, si vous regardez la façade, vous voyez qu'il y a 2 styles différents. Si on regarde à gauche, il y a un certain style, si on regarde à droite, on voit que c'est différent. Alors en fait, la partie qui est à gauche date du 14e siècle. Donc, et l'autre, alors on n'est pas encore tout à fait à la Renaissance, on est au 15e.
mais on peut dire que ça annonce la Renaissance. Hein. On n'est pas encore tout à fait dans la Renaissance, on est l'extrême fin du XVe. Alors en fait, on va le construire dans la forteresse en XIVe siècle, puisqu'on est en période de guerre encore. Voilà. Et d'ailleurs, la partie qui est à gauche, si vous remarquez, il y a encore des éléments défensifs, hein, puisqu'on a des tours, on a un chemin de ronde, des créneaux, voilà, donc il y a ce côté défensif qui s'explique par la situation de l'époque. Voilà. Et puis donc, il sera agrandi au XVe siècle et terminé par la construction d'un petit oratoire. Vous verrez quand vous serez à l'intérieur, c'est-à-dire que à l'extrémité nord, c'est-à-dire à droite, sur votre droite, à l'endroit où il y a une balustrade, et bien ici il y a un oratoire qui a été construit spécialement pour Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, c'est une des femmes qu'on évoque ici, la seule femme à avoir été 2 fois reine de France, hein, épouse de Charles VIII puis ensuite de Louis XII, et qui avait fait construire donc, cette chapelle, rien de tout reste. Alors, Charles VIII et Louis XII, c'est à eux que l'on doit la partie 15e siècle, l'agrandissement en fait du logis. La première partie, la partie 14e, on la doit, elle n'est pas royale, elle est ducale. En fait, on la doit à Louis Ier d'Anjou, qui était en fait le frère de Charles V. Voilà. Ça deviendra royal ensuite parce que ça sera occupé par les rois de France. Alors par contre, il y a un roi qu'on évoque quand même ici, qui est Charles VII. Parce que Charles VII est venu quand même assez régulièrement ici. Lui, il n'a connu que la partie 14e, la partie sur votre gauche. Sachant que, vous savez, on est dans une région où il y a beaucoup de châteaux et que la cour, à l'époque, était itinérante, donc se déplaçait d'un château à l'autre. Voilà. Pour traverser le fleuve, on va dire au départ, ça part d'un bon sentiment. Hein, c'est pourquoi qu'elle se noie. Bon, ça va arriver de l'autre côté, on va dire qu'il n'est plus aussi sympa qu'au début. Hein, voilà. Alors donc, que va faire Hercule? Eh bien, il va tuer le centaure d'une flèche empoisonnée. C'est ce qui est représenté, si vous regardez dans le cou du centaure, vous avez une tige de métal qui représente la flèche empoisonnée. Donc, il va tuer le centaure. Donc la maison qui au départ n'était qu'un numéro dans la rue, on va dire, a pris ensuite, quand on a installé ce relief-là, la maison du centaure. Voilà. Alors, donc voilà pour ce premier hôtel particulier, on est donc au début du XVIe siècle. Et puis ici, le second, donc, alors le premier, c'est un bâtiment qui est privé. Voilà. Je dis pas ça pour l'État, mais c'est pour vous expliquer la différence, pourquoi là il est restauré et pas là. Alors que la chancellerie appartient à la ville, puisqu'à l'intérieur, vous avez les services du patrimoine, voilà, un petit lieu d'exposition, ce qui explique que la façade a été restaurée. Alors ici, un autre hôtel particulier, alors lui encore plus imposant sur la rue, hein, avec un décor quand même assez spectaculaire. Si vous voyez que la prise là est quand même particulière, le taureau, on a des crânes, le taureau également, des motifs de rosaces aussi. Ici, on est dans une façade qui est bien datée, puisqu'elle est datée de 1551, la date est inscrite dans la façade. On est là dans ce qu'on appelle la seconde Renaissance, avec Renaissance, c'est que, en fait, on réutilise tout ce qui vient de l'Antiquité, et particulièrement à la seconde Renaissance. Si vous regardez à l'angle, vous avez une colonne cadenée, comme dans l'époque antique, exactement. Et le décor s'inspire aussi de l'époque antique. Voilà. En fait, c'est le H pour Henri II, roi de France. Le D pour Diane de Poitiers, sa maîtresse. Et vous voyez qu'il y a un D à l'envers. Si vous enlevez la barre du D à l'envers, ça fait un C pour Catherine de Médicis, sa femme. Monogramme royal. Et qui a été mis ici pour se permettre de mettre le monogramme royal sur la façade de son hôtel particulier, il ne faut quand même pas être n'importe qui. Hein. Donc on pense peut-être un officier royal, voilà, qui a eu cette autorisation quand on mettait dans le symbole royal, le portrait du roi sur sa façade, c'était un moyen de faire allégeance au roi. Alors en plus, il y a une devise, Prudentia Nutrisco Justitia Regno. Je me nourris de prudence, je règne par la justice. Avec la devise aussi, ça devait être quand même quelqu'un d'important. Voilà. En fait, malheureusement. Là aussi, c'est pareil. Lui, la révolution, maintenant, il faut y avoir aussi une période, parce que c'est vrai qu'au XVIe siècle, il y a aussi les guerres de religion. Hein, voilà, on laissait quelques traces sur certaines façades, voilà. Donc après, il peut y avoir. Voilà. Ça va.
Alors cette époque royale, elle est du XIIe et elle a été reprise au XVe siècle. Et on va la reprendre au XVe siècle parce qu'au XVe siècle, il y a des nouvelles armes qui apparaissent. L'artillerie à poudre et les canons. Donc il va falloir adapter les architectures à ces nouvelles armes. L'arme de l'arbalète. Si on doit faire face à des tirs de canon, il faut pouvoir défendre correctement. On va revoir la porte au XVe. On retrouve les autres pour le vide. Donc il faut imaginer qu'au milieu, là aussi, il y a une grosse scie en pierre sur laquelle venaient se poser les points de vide, puis ensuite un pont en bois fixe pour permettre pas casser le reste. Et puis, on retourne en partie haute, donc les machicoulis, là on voit bien parce que c'est cher, nous on en sait qu'on fait le projectile. Alors il faut savoir que la porte en partie haute, c'est une terrasse. Là-haut, il y a ce qu'on appelle une terrasse à fond. C'est-à-dire que ça date du 15e, imaginez, sur sa terrasse, des canons, voilà, qui surveillaient les défenses, donc les environs. Donc c'est la seule église dont la nef a ce système de voûtement, c'est-à-dire 2 pyramides en pierre. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle les églises à fil de coupole. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes déjà allé vous promener dans les bleu par là. Vous avez comme ça des églises, voilà. Vous avez sur les toits et l'église, sur la nef, des coupoles. Voilà, il faut y avoir plusieurs coupoles. Plutôt que d'avoir là. Finalement, le principe est un peu semblable. Ce ne sont pas des coupoles, ce sont des pyramides octogonales en pierre. Voilà. Donc ça veut dire que, vous voyez qu'en fait, il n'y a aucune protection. C'est que de la pierre. Hein, il devrait, normalement, sur une voûte en classique, vous avez un toit, protection. Là, il n'y a rien. Donc, ce qui fait qu'il y a de gros problèmes d'humidité. Parce que l'eau, imaginez, regardez là, à droite, vous voyez que l'eau, tout le long, elle stagne à la base. Tous les travaux qui sont engagés là, cette année, le but c'est de d'étanchéifier la base et on va mettre des feuilles de plomb à la base. Ça va pas venir. Non. Ça fait pas fonctionner. Bon, je sais pas ce que ça fait. Voilà. Voilà, on est en pleine heure. Ah oui, le soleil donne en plein. On a dû la faire ce matin. Hein.
Alors bienvenue donc à la cité royale de Loches. Ici vous êtes, je m'appelle dans le donjon, vous êtes dans la forteresse, donc dans la partie plutôt militaire du château des États. Alors pendant la visite on va beaucoup être en extérieur, je vais vous raconter un peu l'histoire, ici du site. Puis après on ira à l'intérieur du donjon. Je vous rassure, on ne montera pas tout en haut. Hein. Alors ceux qui veulent tenter l'ascension, je vous laisse. Alors, ici donc vous êtes dans une forteresse. On sait qu'il y avait un espace militaire ici déjà au 6e siècle. On le sait parce qu'on a des traces écrites, on n'a pas de traces archéologiques malheureusement. La plus ancienne partie qu'on va découvrir ensemble, eh bien c'est justement ce fameux donjon, cette grande tour de 37 mètres de haut qui se trouve derrière moi, ce qui en fait l'un des donjons romans les plus hauts d'Europe. Ce donjon, il a été bâti de 1013 à 1035 par le comte d'Anjou, Foulques III Nérat. Alors Foulques III Nérat, il est comte d'Anjou, il est assez connu pour avoir passé sa vie aguerroyé, notamment contre son voisin, mais il a surtout construit énormément de forteresses, une quinzaine de forteresses. Montrichard, Montrésor, Montbazon, Langeais, tout ça c'est Foulques III Nérat qu'il fallait faire construire. Parce que bien, avoir plein de forteresses, ça va lui permettre de contrôler son territoire un peu plus facilement. Et puis en cas de conflit, de pouvoir aussi se réfugier à l'intérieur. Dans une forteresse comme celle-ci, il va y avoir une garnison, une vingtaine d'individus à peu près, qui vont bien veiller ici sur le site. Alors, le donjon, il a encore un très bon état aujourd'hui. Alors, on va observer ensemble cette façade que vous voyez derrière moi. On va parler un petit peu d'architecture. Alors, on va directement au premier étage. Je vous parlerai de tous les étages à l'intérieur. Alors, cette porte, elle a été bouchée, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses. Il ne faut pas oublier une chose, messieurs, dames, c'est que l'histoire est une science qui évolue. Et quasiment tous les jours, on fait de nouvelles découvertes. Donc peut-être que ce qu'on vous a raconté il y a 10 ans, c'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. D'accord ? Alors, cette porte, elle a été bouchée soit parce qu'en fait, on a construit le donjon à peu près jusqu'au niveau des fenêtres, un peu au-dessus, vous voyez, une ligne horizontale. Et qu'après, on a rehaussé le donjon, ça faisait trop de poids, les ouvertures étaient trop grandes, donc on a bouché pour construire des murs. Ou alors, tout simplement, à partir du moment où l'escalier s'est effondré, ben, on n'avait plus accès à la porte, donc on l'a bouché. Au-dessus aussi, au-dessus aussi. Au-dessus aussi, oui, il y a d'autres espaces, des fenêtres, et après, il y avait d'autres fenêtres. Vous pouvez voir aussi plein de petits trous carrés rectangulaires. Ça va à quoi ça a pu servir? Les poutres. Au échafaudage, ce qu'on appelle les trous de boulin. Il n'y a pas de grue pour aller tout là-haut. Donc dans ces trous, des poutres, sur les poutres, des planches, on monte dessus et puis ça fait un échafaudage. Les trous ne sont pas bouchés. Parce que si on a besoin de faire des réparations, on n'a plus qu'à remettre directement les poutres dans les trous puis à remonter. C'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Ce que je vous propose de faire, on va continuer à parler du donjon, mais on va aller dans le deuxième jardin qui est juste là-bas, parce qu'on a une meilleure vue et puis on va pouvoir plus facilement parler de l'aspect défensif. Allez, c'est parti, suivez-moi. Tout en haut, vous pouvez voir une porte qui donne dans le vide. On arrive à la voir, cette porte? Vous imaginez bien qu'elle ne servait pas à faire du sol élastique. Hein, elle servait bel et bien à quelque chose, cette porte. Si vous regardez juste en dessous de la porte, si on trace une ligne horizontale, on retrouve ces petits trous carrés qui forment une belle ligne horizontale. Vous voyez? Cette ligne horizontale, en fait, elle fait tout le tour du donjon. Vous pouvez la voir sur la façade de tout à l'heure. Dans ces trous, encore une fois, des poutres, sur les poutres, des planches. Et ça formait des hours, sorte de balcons, tout autour du donjon. Depuis ce balcon, on a une vue imprenable sur la vallée, sur ce qui se passe autour. Donc évidemment, on peut surveiller si on ne se fait pas attaquer. On va aussi, depuis ce balcon, pouvoir se défendre. Alors depuis tout là, on va pouvoir tirer à l'arc, à l'arbalète, et lancer aussi des lances. Attention, petite parenthèse, on ne jette ni eau chaude, ni huile chaude. Alors, pas d'huile, vous le savez sans doute, parce que ça coûte extrêmement cher, c'est précieux, on va conserver cette matière. Pas d'eau chaude non plus, parce que pour faire de l'eau chaude, il faut faire un feu. Le toit était en bois. Alors non. Donc c'est pas très malin, hein, on va éviter l'incendie. Donc voilà, pas d'huile chaude ni d'eau chaude. Pour améliorer la défense du donjon, on va construire tout autour un mur. C'est le mur que vous voyez juste derrière moi. Juste ici, qu'on appelle une chemise.
comme le vêtement. Bah, c'est un peu la même chose. Imaginez votre corps, c'est le donjon. La chemise, elle fait tout le tour de votre corps, elle est là pour vous protéger. Bah, c'est exactement la même chose. Donc, à l'origine, on a un donjon, une tour et un mur autour, la chemise. Cette chemise, elle était crénelée. Vous savez, les créneaux, hein, c'est les petits rectangles qu'on dessine tous quand on veut dessiner un château fort. Ces créneaux, on peut encore les voir aujourd'hui, mais ils se trouvent au milieu du mur. Alors, entre les deux sortes d'ouvertures de fenêtres, vous pouvez voir des formes vraiment rectangulaires. Est-ce que vous arrivez à voir? C'est pas forcément évident. On voit même dans la facture des pierres, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'était les créneaux à l'origine, hein, donc les créneaux du XIe siècle. Alors, donc voilà, on est au XIe siècle, on a juste le donjon, le mur autour, et on est sous le règne de Foulques III Néra. Le site va évidemment beaucoup évoluer avec les siècles suivants. Le premier grand chantier qui va avoir lieu ici va se dérouler au XIIe siècle, et c'est la construction du mur qui est derrière vous, en face de moi. C'est le rempart, qu'on appelle le rempart Plantagenet. Ça vous dit quelque chose, ce nom, Plantagenet? C'est qui? C'est quoi? C'est quand? C'est comment? C'est où? Roi d'Angleterre, les ducs d'Aquitaine. Alors, roi d'Angleterre, on peut débattre. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, que font les Plantagenets ici à Loches? Ben, c'est très très simple. Foulques III Néra, il a eu des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, tout un tas de descendants. Parmi ces descendants, il y en a un qui va faire un sacré mariage. Il va se marier avec une jeune fille qui s'appelle Mathilde. Et Mathilde, c'est pas n'importe qui. Son grand-père s'appelait Guillaume le Conquérant et son père, c'est Henri Ier, roi d'Angleterre. Ensemble, ils vont avoir un fils, qui est donc lui-même le descendant de Foulques III Néra. Ce sera Henri II Plantagenet. Et Henri II Plantagenet, ben, il va hériter de tous les titres de son père et de tous les titres de sa mère. Elle s'est battue pour avoir le droit de donner ce titre. Donc il va être comte d'Anjou, comte du Maine, duc de Normandie, roi d'Angleterre, et lui aussi va faire un très beau mariage avec une certaine Aliénor et devenir duc d'Aquitaine. Ça fait un sacré territoire. De la frontière espagnole jusqu'à la Normandie, plus l'Anjou et l'Angleterre. On estime qu'à ce moment-là, à peu près 2/3 de ce qui composait le royaume de France est une possession anglaise. Et ça va mettre pas mal le bazar. Oui. Parce que Henri II Plantagenet, en tant que roi d'Angleterre, bah, c'est l'égal du roi de France. Là-dessus, pas de problème. Mais en tant que duc d'Anjou, ou de comte, duc de Normandie ou comte d'Anjou, il est aussi son vassal. Et donc, bah, ça va causer quelques soucis, quelques guerres de territoire sur ses possessions. Et c'est donc Henri II Plantagenet qui va ordonner la construction de ce rempart. Voilà pourquoi on l'appelle le rempart Plantagenet. Alors ce rempart, il fait encore aujourd'hui 1,5 km. Il a été construit ici au sud pour une raison tout simplement de topographie. Vous l'avez, j'en suis sûre, tous remarqué, pour arriver ici, ça monte. On est sur un éperon rocheux, c'est naturel, c'est un endroit parfait pour faire une forteresse, un château, on est en hauteur. Mais imaginez-vous que là au sud, il y avait une sorte de pente douce. C'est beaucoup plus facile en fait pour arriver par le sud ici. Du coup, pour améliorer la défense, on construit un rempart et derrière le rempart, on va creuser un fossé. Comme ça, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors ici, ce sera bel et bien un fossé et pas des douves. Il n'y a pas d'eau au fond, tout simplement parce que la rivière est beaucoup plus basse. Dans ce rempart, tout comme dans la chemise avant, on va trouver des portes et puis il va y avoir des ponts-levis pour traverser les fossés. Donc, voilà, cet premier grand chantier. Au XIIIe, XIVe et XVe siècle, il va y avoir encore beaucoup de modifications. Les fossés vont être approfondis et élargis. Les remparts vont être consolidés. On va construire des tours qu'on appelle des tours à bec. Ce sont des tours en amande. Mais on va rencontrer quand même un petit problème. C'est qu'entre la construction au XIIe siècle du rempart et puis le XIVe, XVe siècle, on a inventé un super truc. On a inventé l'artillerie. Et ça change tout. Ben oui, l'art de la guerre fait évoluer l'architecture et l'architecture fait évoluer l'art de la guerre, malheureusement, c'est comme ça. Et on se rend compte que si on tire sur le rempart avec les boulets, avec le canon, le rempart il va commencer à pencher vers l'intérieur.
Du coup, pour consolider ici le rempart, on va trouver une solution un peu curieuse. On va rehausser la cour de 4-5 mètres. Je crois que quasiment tout le monde a observé la porte qui se trouve ici en contrebas. Vous avez vu, elle est beaucoup plus basse que nous. Bien parce que cette porte, elle date du XIIe siècle. Donc en fait, elle est plus basse parce qu'elle est au niveau du sol de l'époque. Et nous, ben, on est 4-5 mètres au-dessus quand la cour a été rehaussée pour renforcer le rempart. Ce qui explique pourquoi en face de moi on voit le haut d'un conduit de cheminée. Il y avait une cheminée quelque part sous vos pieds, mais voilà, quand tout a été rehaussé, on a tout perdu ce qui se trouvait en dessous. Donc ce qui forme aujourd'hui un rez-de-chaussée, mais c'est un premier étage en gros à la construction au XIIe siècle. On rehausse la cour, on va également rehausser la chemise, ce qui explique pourquoi les créneaux sont au milieu aujourd'hui. C'est ce qui explique aussi pourquoi vous verrez des fenêtres au ras du sol, etc. Ça vient de cette époque. On observe justement la forteresse, cette façade qui est face à nous. Vous pouvez voir plein de traces, comme des traces d'impact. Vous voyez ? Ces traces d'impact, elles datent d'un siège qui a eu lieu en 1204-1205, donc au début du XIIIe siècle. En effet, il va y avoir... le site va connaître plusieurs sièges. Donc, vous savez, sans doute au Moyen-Âge, il y a deux façons de faire la guerre, soit en plaine, soit l'art des sièges. Donc, assiéger une ville, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est on va l'encercler, empêchant tout bien et toute personne de rentrer à l'intérieur. Et ça, Foulques-Trois-Nérac sait très bien, on le verra à l'intérieur, il a vraiment pensé à tout pour que le site tienne le plus longtemps en 4 siècles. Ici, le siège de 1204-1205 va être très très important. En fait, le site, comme il appartenait au roi d'Angleterre, il a appartenu après Henri II Plantagenet à son fils, un certain Richard Cœur de Lion, puis à son frère Jean Santerre. Et en fait, c'est tout simplement le roi de France, Philippe Auguste, qui va venir ici assiéger la forteresse pour la récupérer. Et en fait, toutes les marques d'impact que vous voyez, bien, ça date de ce siège de 1204-1205. Et ce siège, il est très important pour nous parce qu'à partir de 1205, la forteresse va rester possession des rois de France. C'est les boulets qu'ils envoyaient. Vous auriez pu les faire prendre. Ah ouais, ils veulent. Parce qu'après, ça dépend du début ou fin du Moyen-Âge. C'est ça que j'ai précisé dans mon roman, c'est-à-dire le début du Moyen-Âge. Allez-y, descendez. Parce qu'après, on va aller dans la partie juste à côté. Bon, on a le temps, ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Descendez dans la cave. Ça après, on va faire dans la cage. Alors ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois. C'est ce que je disais l'autre jour, qu'un pigeon qui soit... On reste ici pour le moment, on ira dans l'autre partie. Alors, ce qu'on appelle le donjon, on va remonter et après on va redescendre. Je n'irai pas plus loin. Je sais que derrière vous, ça veut descendre par contre, ne gênez pas. Alors, ce qu'on appelle le donjon, en réalité, c'est deux tours. Là, on est dans ce qu'on appelle le petit donjon. Vous voyez, c'est beaucoup moins haut. Et la porte sous laquelle vous êtes passé en haut de l'escalier, c'était le deuxième accès. Il y avait l'entrée seigneuriale, qu'on a vu, la porte bouchée. Là, c'est la deuxième entrée. Et au Moyen-Âge, quand on passait par cette porte, on était obligé d'emprunter l'escalier qui est au-dessus de vos têtes et d'arriver dans l'angle là-bas pour arriver encore une fois au premier étage. Le premier étage, c'était vraiment l'espace principal. D'accord ? Alors ici, au-dessus de vos têtes, il y avait deux étages. On peut voir une cheminée, puis on devine à peu près où se trouvait le deuxième plancher avec les grilles qu'on a installées. Donc au-dessus de vos têtes, ici, deux étages. On va aller à l'intérieur de la tour maîtresse. Vous allez voir, c'est de là que le donjon est le plus impressionnant. Alors, on va passer sous ce premier passage. Il n'existait pas au Moyen-Âge. Il a été créé bien plus tard pour déblayer ce qui se trouvait dans le donjon. Et on va passer sous un deuxième passage en pierre. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire très attention à votre tête.
Alors, comme promis, je vous l'ai dit, c'est d'ici que le donjon est le plus impressionnant, vraiment en bas de ces murs, donc 37 mètres de haut. Cette tour principale, elle fait 24 mètres par 13. Au-dessus de nos têtes, il y avait 3 étages. C'est très facile à voir. Vous avez vu les 3 cheminées. Par contre, où se trouve l'entrée seigneuriale, la porte bouchée? On l'a vu tout à l'heure, elle était au milieu du mur, sur cette façade-là. Pourquoi on la voit pas? Il y a une cheminée devant, effectivement. En fait, je dois vous avouer, mesdames et messieurs, que le donjon a un petit secret. Ces murs font plus de 5 mètres d'épaisseur. Il y a un couloir à l'intérieur des murs. En fait, on a mais c'est ça. le mur extérieur avec la porte bouchée qu'on a vu tout à l'heure, le mur qu'on voit actuellement avec la cheminée, et entre les deux, il y a un couloir à peu près large comme ça. Ouais, c'est ça. On le devine à travers la petite porte grillagée. Voilà. Tout à fait. Donc vous avez tout un réseau de couloirs, d'escaliers, de sortes de passages secrets dans l'épaisseur des murs. Ce sont plutôt des nobles, des gens riches. Et on va prendre soin un minimum de ces prisonniers. Parce qu'un prisonnier, ça a des informations, ça a un réseau, on peut l'échanger, ça peut valoir de l'argent. Donc il faut bien garder ça, cet esprit qu'un prisonnier c'est quand même un minimum précieux parce que ce sont des prisonniers qui sont plutôt de la noblesse ou du clergé, surtout dans les guerres de religion. Donc, dans un cachot comme celui-ci, entre 1 et 3 prisonniers, je parle de la salle, pas de la gare, on va avoir dans le coin là-bas des latrines, toilettes. Il y a une fenêtre avec devant des grilles qui évitent évidemment le prisonnier de s'évader ou encore d'envoyer des messages. Une cheminée sur le côté ici. Les prisonniers ont chacun à leur lit, une table et chaise. Non, voilà. Petite particularité dans une prison royale, tout s'achète. On peut acheter de quoi améliorer son confort auprès du gardien. C'est-à-dire des couvertures plus chaudes, du gage à la cheminée, de la nourriture de meilleure qualité, de quoi écrire, de quoi lire, etc. Si le roi ne l'interdit pas, on peut acheter quasiment tout ce qu'on veut. En effet, qui dit prison royale dit volonté royale. C'est le roi qui va décider quasiment de tout, à la discrétion également du gardien, tout ce qui se passe ici. Par exemple, on arrive ici sur lettre de cachet, c'est-à-dire une lettre écrite de la main du roi, qui vous annonce que vous allez être enfermé en la prison de Loches. Mais vous ne savez pas pour combien de temps. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas vous êtes condamné à tant d'années de prison. C'est juste vous êtes condamné à la prison. Avec un peu de chance, vous allez recevoir une deuxième lettre plus tard, vous annonçant que vous avez été libéré. Pour la cage ou pour le carcan, on ne sait pas trop ce qu'il fallait faire, entre guillemets, pour mériter ce genre de punition. Alors, le cardinal, mais au-delà de ça, je veux dire, effectivement, on est en prison royale, on a contesté le pouvoir. Mais après, est-ce qu'on avait tenté de s'évader? Est-ce que... Bon, ça reste assez... Vous avez fait la visite du donjon, c'est-à-dire vous avez vu ce qui nous restait de la partie ancienne du château de Loches. Parce qu'effectivement, au XIe siècle, il y avait un donjon, mais en même temps, de ce côté-ci, juste derrière vous, dans ce jardin, il y avait un magnifique palais comtal que Fulquenera avait fait construire. C'était une salle qui faisait 500 mètres carrés au sol. Donc il y avait aussi de ce côté-ci de l'éperon rocheux un beau bâtiment. Vous voyez, on n'avait pas mis l'ancien d'un côté et le nouveau de l'autre. Non, l'ensemble de l'éperon rocheux a été occupé dès le début de la construction. L'église existait, mais un petit peu différente. À ce moment-là, elle prendra la forme que vous voyez aujourd'hui, fin 12e, début 13e siècle. On dit que c'est une collégiale Saint-Ours parce qu'elle est gérée par un collège de chanoines. Il y avait 12 chanoines qui avaient pour mission de prier pour le seigneur du lieu. Et ces 12 chanoines étaient autorisés à dormir dans l'enceinte du château. Tous les 12 maisons que vous pouvez avoir entre en fait la collégiale et le donjon. Donc vous voyez que la configuration que vous avez aujourd'hui, en fait dès le XIIIe siècle, eh bien, était déjà là. C'est sous la demande du roi Charles V. Alors Louis Ier, duc d'Anjou, gouverneur de la ville de Loches, et frère du roi Charles V, on demande évidemment au roi l'autorisation de construire un nouveau bâtiment. Il n'a pas envie d'habiter
dans un bâtiment du XIe siècle. Là, on est en 1377. Donc, il faut vivre avec son temps. Donc, il fait construire ce bâtiment. Alors, l'organisation, c'était en facilitable au rez-de-chaussée. Juste ici, il y avait un escalier pour accéder directement au premier étage, c'est-à-dire à la grande salle. Où nous nous trouvons, il y avait une chapelle. Il y avait des écuries derrière vous et où tout à l'heure vous attendiez, là sur les bancs, il y avait les communs, les cuisines. Donc c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de bâtiments qui apparaît à ce moment-là. Donc ça va être comme ça, la même organisation sous le règne de Charles VI. Sous le règne de Charles VII, ça va changer un peu, car effectivement, ce n'est plus le gouverneur qui habite ici, mais bien le roi. Le gouverneur est prié d'aller s'installer en centre-ville, on lui fera construire une très belle maison. Le roi Charles VII aime venir à Loches, il est là entre 3 et 4 mois de l'année. Vous n'imaginez pas 4 mois consécutifs, mais des séjours d'1 à 2 semaines qu'il va étaler comme ça sur les 12 mois de l'année. Donc il viendra au début de son règne avec son épouse, Marie d'Anjou, et entre 1444 et 1450, il viendra avec Agnès Sorel, sa favorite. Son fils, Louis XI, lui, va passer son enfance ici au château de Loches, entre l'âge de 6 et 10 ans, il reste ici, il est élevé ici. Et puis quand il devient roi, on dit qu'il transforme le donjon en prison royale. Alors vous l'avez visité, hein, c'est, je rappelle, Charles VII, le premier roi à installer des prisonniers de l'autre côté. Et Louis XI va effectivement donner le titre de prison royale au donjon. Et ça va rester prison royale jusqu'à la Révolution. Puis ça passera prison d'État, et ça finira prison départementale, et ça jusqu'en 1926. Vous voyez, il n'y a pas que Louis XI, hein, et ça vous avez pu le constater, qu'il y avait enfermé des prisonniers de l'autre côté. Ensuite, c'est Charles VIII qui vient avec son épouse, la reine Anne de Bretagne. Alors eux trouvent que le bâtiment est un peu vieillot, on est en 1494. Ils ont un vieux palais comtal dans le fond de leur jardin qui est en train de tomber en ruine. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les pierres du palais comtal pour faire les soubassements exactement de ce nouveau palais. Voilà. Et ainsi va disparaître en fait ce bâtiment du XIe siècle. La seule chose qui nous reste, c'est un tout long mur que vous pouvez voir juste derrière vous. Oui, exactement. Tout à fait. On recycle déjà. Tailler de la pierre, c'est pas rien. Alors, Charles VIII, lui, ne verra malheureusement jamais ce logis terminé car il meurt prématurément au château d'Amboise. Il s'est cogné la tête contre une porte de province. Il pourrait très bien le faire. Là, ça veut dire là aussi que la salle est accessible à tous. Donc le roi est assis ici, c'est la place d'honneur, hein, qui est toujours dos à la cheminée. Il faudrait imaginer 2 gardes quand même à l'entrée de la grande salle. Et en fait, il suffit de se présenter. Voilà, vous donnez votre nom, j'allais dire, et votre fonction, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être un paysan, ça peut être un homme qui arrive et qui veut parler avec le roi. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on dit. Le roi tient une audience publique, c'est-à-dire que n'importe qui peut parler au roi. Quand le roi doit rendre justice, il y a un conflit. Vous imaginez, le roi assis ici et puis les 2 parties face à lui en train de discuter. Il va falloir que le roi réfléchisse. Alors pour cela, il s'en va dans la chambre. C'est la pièce qui est à côté. Il s'assoit sur son lit et puis, j'allais dire, les représentants des 2 parties vont dans la chambre du roi et puis tout le monde discute. Et puis à un moment, le roi revient ici. Il s'assoit toujours à la place d'honneur et il rend justice. On dit qu'il a pris sa décision sur le lit de justice. Voilà d'où vient l'expression. Et en tout cas, la justice est annoncée toujours à haute voix. Lorsque le roi tient un banquet, c'est ici qu'il fait, hein, on dresse la table. Lorsque l'on veut festoyer, danser, c'est ici que ça se fait. Donc vous voyez, c'est vraiment la salle à vivre. Alors comment fallait l'imaginer quand même sous le règne de Charles VII? Il fallait imaginer que cette salle faisait 14 mètres de hauteur. On était directement sous la charpente de forme ogivale, on est aussi en carré de bateau renversé. Ensuite, il faut rajouter 2 fenêtres, une à l'emplacement de la porte, parce que le logis ne se prolongeait pas, donc là il y avait une fenêtre, et une autre, on voit d'ailleurs qu'elle a été bouchée en plein milieu, là, juste devant nous. Les portes, évidemment, n'existaient pas parce que le logis ne se prolonge pas. On avait les autres fenêtres. Vous voyez, c'est une salle qui était très éclairée. Hein. 2 fenêtres sur le pignon nord et toutes les autres existaient. 14 mètres de hauteur, des murs recouverts d'un enduit à la chaux de couleur un peu rose.
cela, vous pourrez voir qu'il est très abîmé. Mais les tomettes que vous pouvez y voir datent de 1420. En fait, elles sont plus petites, elles étaient vernissées et de couleur. Donc, il y a quand même de la couleur aussi sur le... Vous devez rajouter des tapisseries sur les murs, hein, même s'il y a de la décoration, il y a quand même des tapisseries qui vont servir à l'isolation phonique et thermique. Alors aujourd'hui, effectivement, vous n'avez pas de vraie tapisserie, mais vous avez la reproduction des 2 seules tapisseries qui existent encore dans le monde, qui ont appartenu au roi Charles VII et qui sont venues à Loches, parce qu'elles ont été fabriquées à Tours. C'est un mélange de laine et de soie. La moitié qui sont fabriquées ici, elles datent de 1430. Elles existent toujours, mais elles sont au Metropolitan Museum de New York. Voilà. Pourquoi sont-elles arrivées là-bas? C'est les aléas de l'histoire. En fait, les propriétaires de ces tapisseries se sont expatriés durant la Seconde Guerre mondiale et ils vont en faire don au Metropolitan Museum. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous ne pourrez les voir nulle part ailleurs que là-bas. Elles ne peuvent plus bouger de ce musée puisque c'est un don. Voilà. Donc, ces tapisseries sont quand même les originales. Quand même à Loches. Mais bon, voilà. Ici, je peux vous montrer que des colis. Ça s'appelle des tapisseries mille fleurs. Vous pouvez voir son feuillage. En France, on a aussi encore des tapisseries des dames à la licorne, hein, qui sont des mille fleurs et qui sont aussi merveilleuses et qui nous en voilà. Alors voilà un peu pour l'organisation à l'intérieur de cette grande salle. Vous pouvez aussi y voir le portrait d'Agnès Sorel, la favorite du roi Charles VII. Alors, favorite officielle, avant elle, hein, les favorites existaient, mais c'était pas officiel. Là, elle devient. Il va la présenter à sa cour, hein, ainsi, c'est un titre. Elle va recevoir bijoux, fourrures, fortune, maison. Il n'y a qu'elle a des gens pour la servir, 4 châteaux, une rente. Elle va vraiment mener un train princier pendant 6 ans. Elle meurt en 1450 à Jumièges, en Normandie. Elle avait entre 26 et 28 ans. Elle était enceinte de 7 mois et elle attendait son 4e enfant. Avant de mourir, elle a demandé à Charles VII si elle pouvait être inhumée ici à Loches. Donc évidemment, Charles VII va exaucer son dernier vœu. Et voilà pourquoi vous pouvez voir, vous avez peut-être vu d'ailleurs, voilà, le tombeau d'Agnès Sorel avec son gisant. Alors en fait, je peux vous dire que vous avez vu Agnès Sorel. Vous avez vu ce tombeau, car il représente très très bien Agnès Sorel. Effectivement, à l'intérieur du tombeau, il y a les ossements d'Agnès Sorel. Ces ossements ont été prêtés au professeur Charlier en 2005 pour savoir la raison de la mort d'Agnès Sorel. Une surdose de mercure, un empoisonnement au mercure, accidentel ou non, ça je ne peux vous le dire. Je peux juste vous certifier qu'elle est morte d'une surdose de mercure. Mais la police scientifique aussi s'est vue confier ses ossements pour une reconstitution faciale. Ils se sont intéressés évidemment aux gisants. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait plus de 98% de similitudes entre les ossements et le gisant. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez vu le gisant, vous avez vu Agnès Sorel, vous avez sa taille qui fait 1,48 m, et puis surtout, vous avez effectivement son visage. Voilà.
Thank you.